Salut à tous, vous êtes bien sur Culture et nous, la chaîne des podcasts où l'on parle de tout et de rien, mais surtout de tout. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux et des marques. Comment est-ce que les marques et les réseaux sociaux, finalement, ont inversé le prisme, c'est-à-dire comment est-ce que les réseaux sociaux ont pris le dessus sur les marques, enfin, ont-elles pris le dessus, pour le coup. Je reçois donc deux invités, Alexis et Nina. Donc Alexis qui travaille dans une agence de communication. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que tu fais exactement ? Donc moi en fait je travaille dans une agence de communication et en fait je suis responsable digital, donc ça veut dire qu'en fait je vais m'occuper de toute la question des réseaux sociaux, de tout ce qui va être diffusion, d'emailing, etc. D'accord. Et donc voilà, mon travail principal ça va être en fait de gérer des réseaux sociaux pour déjà mon agence et puis pour un certain nombre de clients. Voilà. Et Nina travaille aussi dans les réseaux sociaux. Et moi je suis consultante social media dans une agence de communication et du coup je réfléchis à toutes les stratégies, enfin je conçois les stratégies de marque sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, un peu d'Instagram, mais après je suis plus dans le corporate que dans le B2C, donc la communication plus institutionnelle que client. D'accord, B2C c'est institutionnel. Client. Business to consumer et B2B c'est business to business. Super, merci Alexis. Alors, petite question, déjà, je suppose qu'entre vous et les personnes des générations précédentes, c'est-à-dire de ceux qui faisaient la communication il y a 20 ans, ça a évolué avec l'arrivée des réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous faire déjà un petit historique des réseaux sociaux, quand est-ce qu'ils sont arrivés et qu'est-ce que ça a changé dans la communication à peu près ? Alexis, vas-y, si tu veux commencer. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les réseaux sociaux arrivent dans les stratégies de marque à peu près vers 2010-2011. Là, il y a une vraie prise de conscience. Les marques se rendent compte que elles ont besoin des réseaux sociaux pour exister. Certaines marques sont dans le déni. Certains processus, des grandes boîtes ou même des marques qui sont pas forcément prêtes au changement ont du mal à adopter le pli. Voilà, mais ça arrive à peu près vers 2010-2011. Sachant que les réseaux sociaux, il y a une vraie émergence à la fin des années 2000, en fait, voilà. C'est en 2006, ouais. Voilà, en fait, voilà. Facebook a été... Facebook est créé en 2004 par Mark Zuckerberg. Donc à la base, c'était un réseau social qui était destiné aux étudiants d'Harvard. 2007 ou 2006-2007, je sais plus, sorti au grand public. Donc, voilà, là c'est sorti du cadre seulement étudiant pour vraiment devenir au grand public. Après Twitter en 2009. 2006 aussi, ouais. 2006 ouais. Attends. Parce que là, c'est quand les réseaux sociaux sont arrivés, mais après... Oui, ça, là, il y avait juste les utilisateurs, et comme disait Alexis, c'est en 2010 que les marques sont arrivées, puisque c'était un média gratuit, alors que la télé, par exemple, ça coûte des milliers d'euros, c'est des centaines de milliers d'euros pour passer 30 secondes à la télé. D'accord. Alors que sur Facebook ou Twitter, tu peux y aller tu pouvais y aller, en tout cas, tu peux toujours y aller gratuitement, mais vaut mieux mettre maintenant de la sponsor pour pouvoir exister. D'accord. Mais avant, oui, c'était un espace où ils pouvaient y aller juste en payant. Bon, c'était quand même payant parce qu'ils devaient payer des gens pour faire leur com, mais ils pouvaient avoir accès à leur espace et toucher des centaines de milliers de personnes gratuitement. Ça veut dire qu'ils payaient pas la plateforme de réseau social, c'est-à-dire qu'ils payaient pas Facebook, ils payaient pas Twitter. Quand Instagram est arrivé, Instagram, ça arrive en quelle année ? 2011. En fait, non, Instagram a été racheté par Facebook en 2011 et c'est là où ils ont vraiment explosé. D'accord. Ouais. Alors, donc là, Nina, toi, t'as commencé à nous dire que finalement les réseaux sociaux, quand ça s'est popularisé auprès du plus grand nombre, c'est-à-dire aux alentours de 2010, les marques ont utilisé ce biais pour pouvoir finalement faire de la publicité. Exactement. Gratuite. Alors, qu'est-ce qui a changé dans les 4 années qui ont suivi, ou 5 années qui ont suivi ? À partir de quel moment déjà les réseaux sociaux ont rendu ça payant à peu près, hein, et qu'est-ce que ça a changé pour les marques pour faire la promotion de leur marque sur les réseaux sociaux justement ? Bah, en fait, au tout début, quand les marques sont arrivées, déjà, je pense qu'elles n'avaient pas la bonne stratégie, puisque ça restait très produit, par exemple, achetez-moi ci, achetez-moi ça. Et sauf que les utilisateurs, ils étaient baignés de messages de leurs amis. À l'époque, c'était j'ai mangé une pomme. Enfin, c'était au moins 10 messages par jour de ce type. Du coup, ça faisait très publicité. Après, au fur et à mesure des années, ils sont plus. Enfin, par exemple, Haribo, ils ont développé. Enfin, je cite Haribo, mais je parle de marque de nourriture. À apporter quelque chose à l'utilisateur en plus que le produit fini, donc par exemple des recettes, tout bêtement, pour que les gens soient intéressés et qu'ils suivent les pages Facebook ou Twitter. Et il y a peu de temps, je sais pas, il y a combien de temps, il y a 2-3... Enfin, ça fait longtemps que la publicité existe sur Facebook et Twitter, mais ça fait quand même 2-3 ans, je dirais, que maintenant, il y a un algorithme qui, en fait... empêche les marques de communiquer de manière organique, c'est-à-dire sans payer, et du coup réduit la visibilité de leurs posts, les poussant en fait à acheter de la sponsor à Facebook et Twitter. D'accord, oui.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que en gros, donc à la base, donc Facebook, c'était genre un réseau social où, en fait, en 2010, 2011, 2012, tu voyais les photos de tes potes. Enfin, c'était vraiment un truc, c'était le truc entre potes. Les marques étaient un peu présentes, mais voilà, c'était un peu, c'était assez artisanal. C'était genre, acheter mon produit. Il n'y avait pas vraiment de stratégie. C'était, on embauchait un stagiaire pour être community manager, pour poster des trucs sur Facebook, parce qu'il fallait bien exister sur ce média. Et puis en fait, oui, Facebook... c'était vraiment faut être sur Facebook parce que tout le monde y est et on fait notre. Mais il y a vraiment voilà. Non. Et en fait, petit à petit, avec les années, en fait, Facebook est devenu. Je prends Facebook, en fait, Facebook et Instagram, il faut savoir que c'est la même régie, c'est le même groupe. Et en fait, avec les années, Facebook est devenu une régie publicitaire. Le contenu a changé. Beaucoup de médias, en fait, Facebook est devenu un mass média. Littéralement, comme Facebook, le Facebook d'aujourd'hui est la télé d'hier, vraiment, clairement. C'est devenu un mass média. Et du coup, en fait, les marques ont compris tout leur potentiel, et Facebook surtout a compris le potentiel qu'ils pouvaient tirer en fait de toute la partie, notamment marketing, etc. Des données. Et on est des données utilisateurs, tous les outils qui permettent de cibler des gens, notamment de manière publicitaire. Oui, et en fait, on est arrivé aujourd'hui, on est arrivé aujourd'hui à un point où en fait voilà, Facebook en fait va bloquer ce qu'on appelle ce que Nina disait, donc les publications organiques. C'est des publications qui sont que tu vas poster par exemple sur une page, mais où tu vas pas mettre d'argent. En fait, il va beaucoup limiter ça, à part si c'est du contenu qu'on appelle viral, ça on y reviendra par la suite. Mais voilà, Facebook va bloquer ça au profit des publications de marques qui sont payées, en fait, littéralement. Et Instagram aussi. Ouais, tu m'as juste dit Alexis peut-être. Oui, en fait, il faut savoir que, comme on entend souvent dire, que quand quelque chose est gratuit, c'est que c'est nous qui sommes le produit. Donc Facebook s'est beaucoup servi des données. Donc quand on likait une page, par exemple, Stéphane Plaza recherche appartement. Du coup, si une marque veut mettre en place une stratégie, par exemple se loger, en fait, ils vont cibler toutes les personnes qui aiment la page de Stéphane Plaza recherche appartement. En fait, ils récupèrent tous nos intérêts pour après nous classer. Mais ils payent pour ça ou pas? C'est les marques en fait qui payent pour avoir accès à ces données. D'accord. Donc quand on met en place des stratégies de sponsorisation, on va chercher par intérêt. Donc ça dépend de ta marque. Par exemple, les nourritures, ils vont... Enfin, tout ce qui est food, ils vont chercher intérêt nourriture. Et tout ce qui est vêtements, c'est tout ce qui est mode, etc. Mais donc, est-ce que sur Twitter, c'est pareil ou pas? Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a le même... Ça a été mis en place pareil par Twitter, c'est-à-dire le fait qu'ils mettent un algorithme qui contrôle un peu le... Alors, c'est moins fort que sur Facebook. Parce que Twitter est en train de mourir, je sais pas, mais en train de... Twitter est un peu en train de mourir. Twitter est un peu en train de mourir. Twitter, ça va plus être on va dire le réseau social des personnalités en fait. Oui. Des personnalités qui vont s'exprimer, mais c'est vrai qu'en tant que marque, après ça dépend des marques, mais c'est vrai que Twitter c'est plus... C'est plus le réseau social de l'actualité où justement les marques ils ont plus une communication institutionnelle puisqu'ils essayent d'atteindre les journalistes qui sont très présents sur ce réseau. Et en fait c'est un peu... Il y a deux types de catégories, je grossis le trait, mais il y a soit les journalistes et toutes les personnes qui sont en attente d'actualité, soit les petits haters qui ont 13 ans, qui commentent toute la télé-réalité en direct. D'accord. Mais alors du coup, parce que justement les marques, leur intérêt c'est de toucher principalement, je sais pas principalement, en tout cas ça dépend des marques, mais de toucher, on va dire plutôt les plus jeunes. Non, ou ça dépend quelle marque, mais je veux dire, les marques classiques comme Nike, Adidas. Il faut savoir que par exemple sur Facebook, la moyenne d'âge est de 40 ans. Ils ont calculé que la moyenne d'âge, voilà. C'est que comme les réseaux sociaux aujourd'hui, les nouvelles générations n'utilisent plus Facebook comme nous quand c'est arrivé parce que c'était nouveau. Déjà, qu'est-ce qu'ils utilisent comme réseau social? Je sais pas si vous avez déjà des infos là-dessus, parce que Facebook, je crois que c'est plus leur. Oui. Ils sont sur Snapchat, mais plus en tant que messagerie. Par exemple, ils s'appellent sur Snapchat, etc. Mais avant, ils regardaient beaucoup les stories, mais là, ça, ils le font plus. Ouais. Mais c'est beaucoup... c'est utilisé comme Messenger pour nous, notre génération, quoi. Ceux qui connaissent pas, c'est pas... En fait, il y a Snapchat, en fait, il y a Instagram qui a en fait totalement repris le concept de Snapchat sur toute la partie story, etc. En fait, Instagram est en train de vraiment avaler Snapchat. Parce qu'en fait, Snapchat, le problème, c'est que c'est un réseau qui est entre guillemets privé. C'est-à-dire que tu postes une story sur Snapchat où, grosso modo, t'as entre 40 et 50 personnes sur Snapchat, alors que sur Instagram, t'en as entre 100 et 500, quoi. D'accord. Tu vois, à peu près. Donc ça veut dire que les marques, finalement, sur Snapchat ne peuvent pas faire de publicité. Elles le font.
Elles peuvent, mais c'est plus difficile pour elles. Il faut mettre plus de moyens, on va dire. Plus de temps et plus d'argent. Ok. La régie publicitaire de Snapchat est beaucoup plus compliquée, moins Ouais. accessible. En fait, Snapchat a raté plusieurs virages. D'accord. Et qu'Instagram a vraiment réussi à prendre. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, Instagram est en train de prendre le pas littéralement sur Snapchat. D'accord. Et puis même par exemple, quand tu veux faire de la pub sur Facebook, Twitter, Instagram, en tant que marque, tu peux le faire par toi-même, alors que sur Snapchat, t'es obligé de faire appel à leur studio pour mettre en place les publicités, les créer ensemble pour faire des filtres personnalisés au nom de ta marque, etc. Et ça coûte très cher en plus. D'accord. On parle de 40 000 €. En fait, ça veut dire que là, t'es obligé de passer par Snapchat, alors que sur Facebook, tu payes, après tu fais ce que tu veux. Oui. Ok, en gros. Tu payes l'achat média, donc si tu veux mettre que 5 € sur ta publicité, tu mets que 5 €. Mais T'auras pas besoin de d'avoir à faire... oui. D'accord. Mais alors du coup, quand justement les réseaux sociaux ont compris, Facebook, Instagram, ont compris qu'il fallait faire payer les marques pour pouvoir se faire l'argent et prendre le dessus finalement sur les marques. Donc les marques, qu'est-ce qu'ils ont mis en place concrètement? C'est-à-dire, ils ont commencé à mettre de l'argent, mais je suppose qu'ils ont aussi fait appel à plus de boîtes de conseils, boîtes de, je sais pas, de communication dans lesquelles vous bossez ou Après, oui, non, mais oui, effectivement, la fonction réseaux sociaux, c'est vraiment professionnalisé par rapport au début, clairement. Effectivement, en fait, aujourd'hui, tu vas avoir une vraie. Je pense qu'il y a deux cas de figure. Enfin, Nina, peut-être que tu pourras compléter, mais sûrement d'ailleurs. Mais en gros, il y a deux cas de figure. En fait, il y a la marque en fait, qui n'a pas beaucoup d'argent. Enfin, en fait, il y a deux types de marques. La marque qui n'a pas beaucoup d'argent et qui va uniquement en fait, utiliser les réseaux sociaux pour exister en termes publicitaires. Parce qu'il faut savoir que les budgets engagés ne sont pas du tout les mêmes qu'en radio, en télé ou sur des masses médias. C'est beaucoup moins qu'en radio télé. C'est beaucoup moins. Ouais. On parle de, pour une grosse campagne, on parle de 1 000 €. Alors, donnez un exemple. Imaginons que sur M6, quand il y a à 20h, là où il y a plus de monde qui regarde la télé. Ok, en prime time, imagine par exemple, en prime time, une publicité sur TF1 coûte 60 000 € à peu près, avant le JT. Pour combien de minutes? Pour 30 secondes. 30 secondes, d'accord. 30 secondes, voilà. Sur les réseaux sociaux, avec 60 000 €, tu fais moins. Ça dépend du public que tu veux toucher, mais grosso modo, avec 60 000 €, tu as fait le tour de ta campagne. Tu as toute ta campagne, des agences comme Havas ou des grosses agences médias, faut mettre 60 000 € de budget pour des grands comptes. Donc, tu touches 12 millions de personnes, tu vois, avec 60 000 €, voilà. minimum. Hein. Ouais, mais donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a des marques qui ont arrêté de payer de la pub sur la télé, ils se sont concentrés que sur les réseaux sociaux ou ça Il y en a qui l'ont fait, mais c'est plus des médias en fait. C'est pas, par exemple, Brut. Après, Brut, ils ont un partenariat avec France Info, donc c'est un peu différent. Mais en fait, il y en a qui ont choisi en fait d'exister que sur les réseaux sociaux. Après, je pense pas que ce soit non plus la bonne solution. Mais en fait, je sais pas si c'est la bonne ou mauvaise solution, mais le truc c'est que Facebook permet, je dis Facebook parce que c'est vraiment la régie publicitaire de Facebook qui est vraiment particulière et je pense que c'est la plus intéressante à citer parce que c'est celle qui a vraiment le plus pris le pas sur les autres, mais permet vraiment ça permet un ciblage et un reporting et permet vraiment d'analyser tes campagnes et de les diffuser d'une manière tellement précise et tellement c'est un outil qui est tellement développé qu'à côté de ça la télé c'est oui, en fait, on peut savoir en bidouillant un peu, par exemple, si notre objectif c'est de vendre 50 sacs à main, on est capable de savoir si, grâce à notre publicité, on a effectivement vendu des sacs à main. Alors que via la télé, la publicité, on saura jamais si au final les gens ils ont vu la pub et ils se sont dit ah bah tiens je vais aller acheter mon sac à main. Mais comment tu fais ça? C'est grâce à un algorithme, c'est ça? En fait ça s'appelle un pixel que tu mets sur ton site internet et du coup en fait tu peux tracer exactement le chemin de l'utilisateur. Ah oui? Et ça t'indique quand il est arrivé justement à la page acheter. D'accord, mais donc ça en fait ça revient à un autre podcast que j'avais fait sur l'outil Versos, mais ça veut dire que finalement en tant que consommateur on est suivi tout le temps, quoi, c'est ça? Mais justement parce que si je dis ça, ça veut dire que quand tu vas sur Facebook, d'accord, et que je sais pas, t'as une marque, t'as Pizza Hut par exemple, je sais pas, toi tu cliques dessus par hasard, d'accord, je suppose que ils vont savoir que t'es allé dessus, et est-ce que Facebook ou d'autres marques vont pouvoir savoir que t'es allé sur Pizza Hut et donc Domino's Pizza va pouvoir te proposer aussi derrière des publicités? Bien sûr. Par exemple sur l'outil Facebook, sur l'outil publicitaire Facebook, tu peux très bien, par exemple pendant que Domino's Pizza, cibler les gens qui aiment Pizza Hut, qui ont un intérêt pour Pizza Hut. Ouais. Après, il y a la RGPD qui rentre là-dedans, mais ça je ne connais pas. La RGPD,
la loi sur la réglementation des données qui a été mise en place il y a peu de temps là, par l'Union Européenne, mais ça je m'y connais pas. Alors est-ce que ça a changé quelque chose justement alors moi personnellement dans mes campagnes ça n'a strictement rien changé, et ce que j'ai entendu dire c'est que c'est un ancien collègue à moi qui m'en a parlé, puisqu'il a parlé avec un mec qui gérait ça, enfin qui était plus ou moins impliqué là-dedans, je sais plus exactement. Apparemment il y a 2 personnes qui gèrent ça en France. Alors je sais pas si c'est un gros scoop ou si c'est n'importe quoi, mais apparemment c'est pas du tout. C'était juste un truc pour mettre la pression. Enfin, en fait, je pense que ils ont fait ça en termes de com. Voilà, faire une annonce, genre on protège vos données, et en fait, toutes les entreprises ont paniqué, voilà, faut bien se mettre à jour, bien, tous tes fichiers clients, tous tes trucs machin, fallait tout mettre à jour, justifier tes données, etc. Donc, finalement, moi personnellement, dans mon environnement professionnel, j'ai vu aucune différence. Bah moi, à part me faire spammer de newsletter nous changeant notre réglementation, merci de tout accepter, voilà, j'ai pas trop vu non plus. Et sur les sites web maintenant, effectivement, quand tu vas sur un site web, tu sais, t'as un truc genre j'accepte. Oui, voilà, il y a plus souvent ça, mais après nous ça nous concerne moins dans notre métier quoi. C'est comme j'accepte les CGU, tu vois. Mais c'est vraiment quand t'acceptes les cookies. D'ailleurs, c'est quoi un cookie exactement quand tu vas sur internet? Parce que ça, moi, c'est un truc que j'ai jamais trop compris. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui appuient sur cookie. Bah justement, le cookie c'est ce qui permet de te traquer après. D'accord, ouais. Enfin, c'est une des choses qui permet de te retraquer. En fait, ils savent que c'est toi, petite personne qui t'est rendue sur ce site et qui du coup on va pouvoir retargeter par la suite. Et donc ça veut dire que Facebook... Donc re-cibler parce que t'as été à un tel endroit. D'accord, donc ça veut dire que finalement les marques elles vont payer pour avoir accès à des données sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram, mais les réseaux sociaux Facebook et Instagram ont toutes les données de tout le monde. Non, c'est plus Google. Enfin, Facebook, ils ont... donc Facebook et Instagram, ils ont les données en fonction de tes intérêts. D'accord, ouais. En soi, si l'annonceur, donc la marque, ne met pas un pixel en place, ils sauront jamais ce que tu as fait sur Google ou... D'accord, ouais. Non, mais par contre, en fait, ils ont accès à tes données. En fait, c'est des données qui s'entrecroisent, ce qu'on appelle le big data. En fait, c'est un espèce de... Même pour nous, communicants, mais même pour nous, c'est flou parce que finalement, on n'a pas vraiment accès à... En fait, on sait pas où sont les données, on sait qu'il y a des données, qu'elles sont entrecroisées. Et donc nous, en fait, on utilise des outils qui nous permettent justement d'avoir accès à ces données, mais sans savoir vraiment où est-ce qu'elles sont centralisées, comment, pourquoi. Mais en tout cas, on sait que nous, en tant que marketeurs et communicants, on y a accès par les outils notamment de Facebook ou même les outils publicitaires de Google. C'est des données auxquelles on a accès, de ce qu'ils veulent bien nous donner pour cibler des gens, quoi. D'accord, alors ça pour le coup, si vous voulez peut-être les auditeurs chercher un peu plus sur le big data, j'ai fait un podcast avec 2 autres personnes sur le cyberespace, donc ça on parle de ça justement, des réseaux sociaux, des big data vraiment précisément. Donc si vous voulez avoir plus d'infos sur ce que vient de dire Nina et Alexis sur ce point-là, peut-être aller écouter ce podcast. Je fais un peu de pub aussi, c'est gratuit. Et je voulais juste rebondir sur l'histoire de est-ce que du coup on n'est plus obligé de faire de la télé pour la publicité. C'est en fait ça dépend vraiment de ta cible, parce que si tu veux atteindre par exemple tu vends des appareils auditifs, typiquement, tu trouveras peu de personnes sur les réseaux sociaux à toucher, alors que sur France 2, l'après-midi, je pense que ta cible des personnes âgées seront plus présentes. Donc ça dépend vraiment de tes cibles. C'est pareil pour les voitures, c'est pareil pour... je suppose que c'est plutôt les marques, on va dire, qui sont qualifiées comme... pas jeunes dans le sens où c'est leur public qui vise un public jeune, qui sont plus sur Facebook et... Pas vraiment. Alors non, Facebook justement, au contraire, moi ce que j'ai expérimenté sur Facebook, c'est que la cible des seniors est beaucoup plus facile, réagit beaucoup mieux parce que voilà, on va dire que nous les jeunes entre guillemets on est un peu rodés par rapport à ça, et en fait on va plus être ciblé par ce qu'on appelle le retargeting. Un exemple tout bête, j'ai vu une belle paire de chaussures, j'ai cliqué sur le truc, la pub me revient 2 jours plus tard sur Facebook. C'est du retargeting ou sur un site web. Les seniors, voilà, ça va plus être on va dire que les seniors ont plus, moi de ce que j'ai vu, j'ai fait des campagnes pour plusieurs marques, et effectivement quand je ciblais des cibles seniors, donc tu peux cibler par tranche d'âge, etc. Et les seniors sont plus engagés en général. D'accord, ok. Voilà. Alors, et dans ce prisme-là, quand on parlait du tout début, c'est-à-dire que les marques finalement ont dû s'adapter aux exigences des réseaux sociaux, c'est-à-dire que là finalement les marques sont un peu soumises aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils sont dépendants des réseaux sociaux. C'est sûr que si Facebook décide de changer tout son algorithme, les marques, par exemple du coup ce qu'ils ont déjà fait en rendant moins visibles les posts organiques, les marques ont dû s'adapter et prévoir un budget sponsor, chose qui n'était pas faite auparavant. D'accord. Donc c'est sûr qu'elles sont un peu obligées de suivre les actualités, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles font appel à des agences
qui sont expertes dans ce domaine. Donc nous, on est toujours à l'affût des dernières nouveautés, des derniers formats. Parce que par exemple, il y a 2 ans, je pense, Facebook a décidé de pousser à fond la vidéo. Donc même quand une marque publiait en organique une vidéo ou qu'elle faisait un live Facebook, bah, sa visibilité était multipliée par 10. En fait, donc t'es obligé de t'adapter aux contraintes. Et c'est pour ça que maintenant, en fait, on voit que des vidéos sur Facebook. À la brute. Le snack content, en fait. Avec les petites vidéos que tu vas voir avec un peu de texte, qui dure à peu près 1 minute. Et par contre, ce qui est intéressant de voir, typiquement un secteur qui a beaucoup en fait, vraiment, tu parles de changer vraiment une stratégie de marque. Par exemple, c'est le luxe. Tu vois, vraiment, qui a, en fait, si tu veux, avant les réseaux sociaux, le luxe c'était vraiment en fait c'était une communication descendante, ils lançaient les infos vraiment au compte-gouttes, c'était on restait un peu en retrait par rapport au consommateur, fallait vraiment que le consommateur aille lui-même s'engager, chercher, etc. Et en fait pendant longtemps le luxe a boudé les réseaux sociaux et jusqu'au moment où donc les grandes marques de luxe se sont rendues compte, les grandes maisons se sont rendues compte que ils étaient obligés d'adapter leur stratégie de communication et c'est là où tu vois en fait toute la génération des cool kids, tu vois, c'est des jeunes qui aujourd'hui ont entre 15 et 20 ans à peu près, qui ont vraiment grandi, qui ont des réseaux sociaux quasiment depuis qu'ils sont nés, tu vois, et en fait qui ont vraiment une manière de consommer différente et du coup ça a changé totalement en fait la stratégie de marque des marques, la stratégie de marque des marques de luxe dans leur com, en fait, vraiment. Et aujourd'hui, tu vois, typiquement, tu vas avoir, par exemple, ça m'arrive d'avoir un truc qui aurait été inconcevable il y a 10 ans, des pubs sur Facebook pour, par exemple, Saint-Laurent. Genre, regardez le nouveau défilé, machin, et donc tu tombes sur la pub avec genre défilé Fashion Week, machin, avec tous les looks, et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, pour Saint-Laurent, il y a 10 ans, était impensable. Oui, parce que c'était... il voulait pas s'adresser au grand public. Exactement, et aujourd'hui, justement, dans le luxe, mais d'ailleurs, il y a un très bon reportage qui est sorti là-dessus sur... Cache investigation. Enfin, c'était énorme. Il y a beaucoup qui sont sortis, mais il y en a qu'un d'ailleurs sur TF1, je crois. En fait, ils expliquaient très bien que, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que les marques de luxe s'adressent au grand public. Aujourd'hui, tout le monde, entre guillemets, beaucoup plus de gens portent du luxe. Aujourd'hui, Gucci ou des marques de luxe sont devenues beaucoup plus accessibles en termes financiers, mais les gens, le budget est beaucoup plus important et la France, justement, rayonne par son savoir-faire et par toutes les grandes maisons, toutes les grandes marques qu'on a de savoir-faire français, par le luxe. Et ça, c'est notamment dû à l'ère digitale qui a en fait propulsé le luxe dans une... et donc typiquement quand tu parles vraiment de marques qui s'adaptent, typiquement je pense que le luxe est un bon exemple. Toi Nina, est-ce que tu as pas forcément ce luxe, mais ils ont d'autres marques, alors sans citer les noms, mais je veux dire sur d'autres types de marques, c'est pas forcément le luxe, mais je sais pas, parce que toi aussi tu travailles pour faire de la publicité des marques sur les réseaux sociaux. Est-ce que par exemple il y a des marques qui étaient plus, qui ont dû, par exemple, qui étaient... tout à l'heure je donne l'exemple de Pizza Hut, mais je sais pas, des marques qui touchaient le plus grand nombre, qui ont aussi été sur les réseaux sociaux, ils sont obligés d'y aller, parce qu'ils commençaient à perdre de l'influence ou pas, je sais pas. Après le luxe, c'est vrai que c'est un bon exemple, mais sinon dans la même toujours dans le luxe, en fait je sais que toutes les marques de voitures de luxe qui coûtent vraiment très cher, elles se servent par exemple des ciblages LinkedIn qui sont très précis pour atteindre les cadres et en fait ils sont capables de définir quand est-ce que par exemple les traders vont avoir leurs primes et du coup de les atteindre parce qu'ils savent qu'ils vont vouloir se faire plaisir et du coup ils arrivent vraiment à les cibler et... Parce que LinkedIn qui est un réseau social professionnel, il y a aussi de la publicité des marques qui est faite sur LinkedIn aussi. Oui, du coup dans ce type de cas, par exemple des Rolex ou autres, ils veulent vraiment cibler un type de catégorie puisqu'ils auront plus de retours. Mais après sinon il y a de la publicité plus institutionnelle en mode dans notre entreprise on fait ça, c'est cool, venez, ou marque employeur. D'accord. Alors est-ce que vous là pour finir là-dessus, sur le podcast, est-ce que vous pensez que vos métiers respectifs vont être amenés à évoluer, ne serait-ce qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ne serait-ce qu'avec toutes ces choses-là, est-ce que vous pensez que ça va évoluer à un point où vous serez peut-être à un moment donné et vous devrez vous... Et en fait, de toute façon, nos métiers sont nés il y a vraiment pas longtemps, pour le coup. Et c'est vrai qu'on est toujours en perpétuelle évolution et il y a des nouvelles, comment dire, il
y a des évolutions en fait sur les réseaux sociaux qui font qu'en fait notre métier évolue en permanence. Donc en fait on est plus recruté nous sur en fait notre capacité à nous adapter plus qu'à nos compétences déjà dans le concret. Voilà, c'est vraiment l'adaptabilité qui va jouer. Et donc en fait après moi c'est vrai que après les réseaux sociaux, personnellement, Nina, je sais pas toi, mais je vois pas trop ce qui arrive après. Je sais qu'il y a l'intelligence artificielle, on parle des IoT, des objets connectés, on a beaucoup parlé du big data, on parle de la réalité virtuelle, tout ça, mais c'est des choses qui nous, en tout cas dans nos métiers, moi en tout cas dans mon métier aujourd'hui, ça reste un peu abstrait et en fait j'attends de voir comment ça sort. Comment ça va, qu'est-ce qui va sortir, comment ça va sortir pour peut-être effectivement s'adapter et puis échanger au fur et à mesure. Mais je pense qu'en tout cas les réseaux sociaux vont durer. Je pense que à part innovation majeure, je pense que économiquement même dans l'ère digitale, je pense qu'on est arrivé dans une espèce de maturation qui dure. Qui va durer. Là, si tu veux rajouter un point là-dessus ou même. Moi je suis persuadée que ça va évoluer. Oui. Parce que par exemple il y a 2 ans notre objectif c'était de vendre du Snapchat. Aujourd'hui c'est il ne faut surtout pas vendre du Snapchat, faut pas aller sur Snapchat en tant que marque. Mais alors comment ça va évoluer, ça je ne sais pas non plus. Et je ne sais même pas si dans 2 ans il faudra encore aller sur Facebook ou pas en tant que marque. Donc c'est vraiment, en fait tous les mois ça change, tous les mois on doit s'adapter. Donc ça on peut pas prédire l'avenir. D'accord. Alors juste maintenant parce que là s'il y a des étudiants qui nous écoutent ou des jeunes, est-ce que vous leur conseillez de faire ces métiers-là ? Est-ce que vous pensez que dans les années à venir ça va toujours être un métier qui va porter ou est-ce que ça risque de... En fait, on va dire que c'est un secteur qui est quand même relativement providentiel. Il y a énormément de travail, toutes les marques, même celles qui ne le savent pas et qui ne le font pas, ont besoin d'une strate de com, une strate réseaux sociaux, une stratégie digitale. Et c'est vrai que voilà, ça c'est assez providentiel, il y a énormément de travail. Et d'ailleurs, on le voit, il y a énormément de gens qui font ça. C'est con, tu vas en soirée, t'as toujours quelqu'un qui fait de la com. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, c'est un secteur qui est relativement providentiel, effectivement où il y a tout le monde a un peu sa place quoi. À partir du moment où t'as quelques compétences techniques, voilà, tout le monde a sa place. Oui, puis après en vrai c'est pas que dans notre métier, par exemple avant il y avait des développeurs qui étaient que sur du Flash. La technologie, sauf que du jour au lendemain Apple a décidé que les Mac et autres ne liraient pas le Flash et du coup tous ceux qui étaient formés pour le Flash, la profession s'est un peu éteinte pour laisser place à une nouvelle technologie. Je pense qu'ils se sont reconvertis en fait. D'accord, ok. Donc, oui, après il faut être formé en permanence et je pense que c'est une de nos qualités, sinon on serait pas dans ces métiers. Donc moi j'irais quand même. Donc du coup c'est des métiers qui vous passionnent quoi. C'est des métiers qui sont assez intéressants pour peu que tu aies des bons clients ou tu travailles dans une entreprise où il y a des beaux projets, voilà, c'est très stimulant. C'est stimulant, voilà, il se passe toujours des choses. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal. D'accord, ok. Bon merci beaucoup. J'espère en tout cas que ce podcast vous a intéressé, puisque finalement si on a décidé de parler des réseaux sociaux, c'est que on parle de culture ici, et que finalement la culture, les réseaux sociaux, la culture se fait là-dessus aussi, que ce soit par les marques ou par autre chose. Donc du coup j'espère que ça vous a apporté un prisme sur comment est-ce que les marques finalement ont dû s'adapter aux réseaux sociaux. Donc merci beaucoup Alexis, merci beaucoup Nina d'avoir participé à ce podcast. Et puis n'oubliez pas, la culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Puis je vous dis à bientôt. Salut.